l'incertitude. C'est cher. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, Mme Bertrand a intitulé le parler pour parler ce soir mes vies antérieures. Puis en fait, il est question de réincarnation. Avec ses invités, 5 comme d'habitude, qui sont Serge Leclerc, René-Louise Patou, Alain Bouchard, Mireille Colpron et Claudette Nantel. J'ai failli la manquer, celle-là. Qui est-ce que tu étais, toi, dans ta vie antérieure? Je le sais pas. Je le sais pas. Allez, on va parler de réincarnation, et, parce que c'est passionnant et parce que c'est un sujet brûlant. Alain, tu es en train de me dire qu'il y a 33 %, parce que toi, tu es historien à l'Université Laval. C'est ça. Et 33 % des Québécois croient à la réincarnation. Oui, 33 on peut parler aujourd'hui, oui, c'est ça. Depuis quelques années, on compte environ 33 des Et gens. combien croient au ciel, à l'enfer? À peu près le même nombre, peut-être un petit peu moins. La majorité des gens sont dans l'incertitude lorsqu'on ne savent pas. Donc, il y a quelque chose après la mort, mais on ne sait pas. Ce que tu me dis là me jette par terre. Je pensais pas que la réincarnation, on y croyait autant qu'on croit au ciel et à l'enfer. Exactement. Et ça, c'est une chose qu'on réalise depuis quelques années. Et c'est ça mon travail, c'est d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Alors, c'est ça. C'est ton travail. Bonne question. C'est ça, bonne question. Alors, je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle l'ère du temps. C'est au goût du jour. La réincarnation répond à un fait de culture. Nous vivons présentement dans une civilisation, dans une culture qui, naturellement, fait émerger ce type de croyance-là. Si je peux élaborer là, rapidement, on est dans une situation où on assiste à une montée de l'individualisme. Ah, oui. On est de plus en plus renvoyés à nous-mêmes. Et je prends toujours comme exemple la publicité, il y a une quinzaine d'années ici au Québec, c'était « on est 6 millions, il faut se parler Et puis dernièrement, on boit son lait comme ça me plaît. Et ça, pour moi, c'est significatif de ce changement de société. De l'évolution. L'évolution de notre société. On est parti, on est une petite gang. On est une gang pour on est tout seul. Exactement. Et la réincarnation correspond à ce type de comportement ou cette façon de voir les choses, puisque... As-tu failli dire religion? Oui, c'est parce que souvent, c'est inclus dans des systèmes religieux qu'on appelle habituellement les religions. Alors, on a l'individualisme, toute la question aussi de la performance. On est dans une société où je dois évoluer dans l'échelle sociale. Et ma reconnaissance dans une société est toujours à partir de cette échelle sociale-là, qu'on pense au phénomène IOP, entre autres, où on identifie des classes. La réincarnation aussi répond à ça, puisque mes gestes présentement vont influencer ma vie future, et je suis ici sur Terre pour apprendre. Je suis ici sur Terre comme dans une école ou une université. Eh bien, ça, c'est un modèle qui est typiquement occidental, nord-américain, des années 1980. Alors, on s'aperçoit que c'est une croyance qui répond à la culture contemporaine, qui répond vraiment à un fait de culture. Qu'est-ce que je vois les autres que vous connaissez pas personne. Qu'est-ce que vous buvez-vous? C'est pas du tout. Pas du tout, il n'y en a pas question. Alors vas-y, Mireille. Tu penses que c'est pas une question de culture? Je sais pas, je peux pas réfuter Alain, parce que j'ai pas fait ses études, j'ai pas fait ses recherches. Oui. En tout cas, pour moi, je peux juste parler personnellement. Pour moi, ça a été vraiment une expérience intérieure. Ça n'a rien à voir avec un courant culturel quelconque. Je me sens pas impliquée dans un courant culturel. Je me sens avoir le goût du bien-être. Je me sens avoir le goût de mettre des efforts pour arriver au bien-être. Je fais ça sous forme de travail sur moi. Et dans le travail sur moi... C'est quoi? Comme... Non, tu dis « je fais ça ». C'est-à-dire que tu retrouves tes vies antérieures? C'est ça, j'allais continuer en vous disant, pour trouver le bien-être, je fais du travail sur moi. J'ai fait du travail en thérapie et je suis arrivée à du travail sur moi sous forme de régression dans mes vies antérieures. Mais c'est dans le contexte d'arriver à un mieux-être, toujours. Je suis peut-être à mon insu, là, on n'est jamais... Écoute, Mireille, si par exemple, tu vivais il y a 50 ans, à cet âge que tu as là, peut-être que ton travail intérieur, ce serait aller voir un directeur de conscience. Peut-être que ce serait aller te mettre devant la statue de la Sainte Vierge. Oui, mais j'ai rien contre ça. Mais toi, c'est d'aller retrouver par la régression les vies que tu as vécues avant.
Ça n'a pas été d'aller chercher mes vies. Ça a été de travailler sur moi. Et comme j'avais de la difficulté à y arriver pour certaines choses, j'avais fait des thérapies. Et puis ça allait bien. J'avais terminé mes thérapies. Puis j'avais Quelle thérapie t'as fait? Freudienne? Non, pas Non, psychanalyse, psychologue? Non, pas de la gestalt et de la bioénergie. OK, d'accord. Okay. Gestalt et analyse transactionnelle et bioénergie. Bioénergie. Alors, donc, tu n'as pas trouvé des réponses là? Tu es allé... Mais c'est-à-dire que j'ai trouvé beaucoup de réponses. Oui. Beaucoup, j'étais très confortable. Oui. Mais je sentais que j'avais encore des nœuds importants à l'intérieur de moi. J'aurais pu continuer, assez facilement continuer le même type de thérapie. Je pense que j'y aurais trouvé aussi du profit, mais je me sentais quand même arrêtée. OK? Et j'ai eu le goût à la suite d'un atelier avec Patrick Drouot. J'ai eu comme l'intuition... Qui c'est Patrick Drouot? Patrick Drouot est un scientifique français qui a travaillé aux États-Unis, qui a fait ses études aux États-Unis. Médium aussi, je pense. Non, il n'est pas médium. C'est un vulgarisateur qui lui-même a fait une recherche personnelle très poussée et qui essaie d'allier les connaissances scientifiques avec les connaissances intuitives. Et, alors, donc, tu as décidé de retrouver par la régression. On a vu, il y a quelques semaines, on avait fait une émission sur la régression, juste le rebirth, la régression. Et puis, on est arrivé jusqu'à la naissance. Toi, tu as voulu aller au-delà. Au-delà de la naissance. Oui. Et justement, je suis allée voir Denise Russell, qui était disponible. Oui. Bon, alors, et qu'est-ce que tu as trouvé? Un éventail de vies mais pour moi, je les appelle mes vies antérieures. Tu sais, mais ça peut très bien être une imagerie de mon inconscient. Ça n'a aucune espèce d'importance. Pour moi, ce sont pas des... Explique-moi ce que c'est une imagerie de ton inconscient, là. Mais que je te raconte que j'ai vécu en campagne et que j'ai rencontré des gros méchants loups. Ça peut bien m'être arrivé pour vrai, mais ça peut bien être aussi une imagerie. C'est pas l'histoire qui est importante. C'est pas l'histoire. Je peux t'en raconter des histoires qui ont émergé. OK? Je peux vous en... Bon, alors, en régression, Mireille, tu t'es rendu compte à un moment donné, tu te voyais petite fille, mais il y a 200 ans? Oui. Petite fille te faisant poursuivre par des loups. Non, ça, c'était un exemple. Je me suis vue petite fille dans un moulin à farine. Tu sais, on moule la farine, là? Tu sais, oui. C'est bon chez vous, Maître Pierre? Oui. Bon, je me suis retrouvée là, par exemple, avec un... En quelle année? Moi, comme il n'y avait pas de recherche scientifique, mon accompagnatrice me faisait jamais dire l'année précise. Non, mais te voyais-tu dans un costume quelconque? Oui. C'est environ il y a 300 ans. Il y a 300 ans. Oui. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ben, pour moi, elle vient confirmer ce que je disais tout à l'heure. Elle travaille sur elle, je travaille sur moi. Même si tu dis que tu ne fais pas partie d'une culture, au contraire, tu es le reflet de la culture. Et je m'excuse, les deux derniers exemples que tu viens de mentionner, c'est un aspect aussi qui est caractéristique de la réincarnation. On veut l'aura scientifique, alors qu'on n'a pas de preuve scientifique de la réincarnation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous avons une preuve, que nous avons la certitude. On est encore au niveau d'une croyance. Mais tu viens de mentionner que un scientifique qui s'intéresse essaie de lier les deux. Et ça, c'est une des caractéristiques de la réincarnation qui se veut scientifique. Puisque la théorie de la réincarnation, la croyance, ici au Québec, c'est une croyance d'une évolution spirituelle. Et ça correspond à l'évolution biologique qui est partagée par la majorité des gens ici. Alors que si on était en Inde, ce n'est pas une évolution spirituelle, la réincarnation. La réincarnation, au contraire, c'est une damnation, on appelle ça le tourbillon des renaissances. Pour se sauver, non, le samsara. Le karma, c'est la loi de cause à effet. Le samsara, c'est je suis dans un tourbillon. On s'imagine dans un manège où on a oublié, où le contact pour arrêter le manège est brisé et on tourne depuis des heures et des heures et on a une espèce de mal de cœur. C'est ça, la théorie de la réincarnation dans l'hindouisme. Il faut se sortir de ce tourbillon-là et le seul moyen, c'est arrêter la réincarnation. Alors qu'ici, le salut, c'est le contraire. On doit se réincarner de plus en plus afin de s'améliorer et d'évoluer spirituellement. Je connais pas ça, ce que tu dis. Moi, c'est très clair que j'adhère à arrêter les réincarnations. C'est une école, puis ce que ça me donne de toujours tourbillonner dedans, me donne strictement rien. Oui, mais tu vas évoluer spirituellement. Tu as un cheminement présentement pour évoluer afin de devenir à un niveau
que, dépendant des traditions religieuses, on va identifier de façon différente. Mais l'image est toujours un escalier. Je suis à une vie et je progresse, je monte un escalier. Ça, c'est le modèle typiquement occidental qui nous provient, en particulier de la théosophie, des groupes ésotériques du 19e siècle. Et c'est pour ça que je dis que c'est un fait culturel, puisqu'on s'aperçoit que la façon dont on envisage la réincarnation, nous, ici en Occident, ça correspond à notre façon de penser. Alors qu'en Inde, c'est complètement le contraire. On veut et vraiment s'en sortir pour s'en sortir. Et non pas dans le but d'une évolution. Il n'y a pas d'évolution spirituelle à l'intérieur de ces religions-là. Madame Bertrand, vous ne parlez pas beaucoup. Êtes-vous mêlée un peu? Non, pas du tout. Je trouve ça passionnant parce que c'est pas péjoratif ce qu'il dit. Ah non, moi je trouve le tourbillon, comme ce qu'il parle, je l'ai vécu certains moments moi, en état de méditation. Oui. Et puis c'est une forme de lâcher prise, je pense. Puis le jour que justement qu'on lâche prise dans cet état-là, il se produit justement des visions, des hallucinations, des imageries, whatever comme on l'appelle. Mais c'est tellement clair que... OK, Serge, toi, tu n'appartiens à aucune école de pensée, tu es tout seul de ta gang. Ben, disons que depuis 5 ans, je chemine d'une certaine façon que je vais voir dans différentes choses. Oui, OK. Le zen, entre autres, qui m'aide beaucoup, c'est de faire le vide. Moi, j'ai trouvé beaucoup dans le vide. Bon, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu as cessé de pratiquer la religion catholique? Pour moi, le mot religion veut dire relier. Relier. Oui, le matériel alors, aussi. Es-tu relié à la religion catholique? Je suis catholique, je suis de naissance catholique, oui. Mais par contre, je m'intéresse à toutes les religions. Okay. Pour moi, les religions, c'est toutes des chemins qui mènent en haut de la montagne. Ah, bon, c'est bon, ça. C'est bon. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, Alain, tu veux dire quelque chose? Je pense que le cheminement de Serge reflète à peu près ce qu'on trouve ici au Québec, puisque la majorité des gens qui croient ou qui adhèrent à la réincarnation, à la théorie, à la croyance à la réincarnation, sont des gens qui s'identifient encore comme étant des catholiques, mais ont pris une certaine distance face à l'institution, mais gardent quand même les types de croyances ou cette espèce de relation avec l'Église, mais une relation qui est distante. Est-ce que ça vous choque quand Alain dit que c'est une croyance? Moi, je réagis. Moi, je réagis à ce qu'Alain apporte. Pourquoi? Ce que ça me fait en dedans de moi quand Alain parle, c'est comme si on parlait des femmes battues comme un phénomène culturel. Alors, la femme qui est battue, en quelque part, elle s'en fout un peu du phénomène culturel. C'est un vécu intérieur. C'est réducteur. Je sais bien que je comprends, c'est un scientifique qui parle de... Mais moi, ça me plaît pas. Toi, ça te choque, Ça là. s'explique quasiment pas, ça se vit. C'est Okay. difficile de le mettre des mots. C'est ça, une croyance. Oui, une chose croire un Mais et une croire croyance, là, c'est quelque chose qui s'explique pas. Une croyance, c'est une croyance. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la différence entre croire à et croire un. Un, c'est intérieur. Oui. Alors, je pense Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Alain? Pas Alain, mais Serge. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? C'est la vie qui a fait, qui m'a amené à ce cheminement-là. Mais qu'est-ce que tu as vu dans tes vies antérieures? Oh, je me suis ramassé à des époques médiévales, je me suis ramassé dans des arènes de gladiateurs, je me suis ramassé même à un moment donné en Atlantide. Puis j'étais vraiment pas connaissant de ces choses-là. J'ai commencé une psychanalyse bioénergique à un moment donné, et ça a été le départ d'une série d'expériences que j'ai vécues par la suite. Mais quand tu te vois là, est-ce que, moi, les gens qui m'en parlent, la plupart du temps, ceux qui croient à la réincarnation et qui disent qu'ils ont vu leur vie antérieure, ils parlent toujours qu'ils étaient de grands gladiateurs, qu'ils étaient de grands hommes. C'est ça que j'entends, moi. J'étais un prince quelque part, ou j'étais la reine de Saba, tu sais. Ils n'ont jamais été des insignifiants, des deux de pique. Demande à Serge si c'est un deux de pique J'ai quelque part. sûrement été un deux de pique longtemps dans cette vie-ci, en tout cas. C'est déjà pas mal. OK. Bon, mais dans tes vies... Mais c'est ce que je pensais que j'étais un deux de pique, mais c'était mon évolution qui m'a amené à ça. Ouais. Comme, à un moment donné, j'ai même été voir mon père dans la mort. Ça, c'est des choses que j'ai de la difficulté à partager aujourd'hui parce que je me fais regarder bizarrement quand je partage ces choses-là. Et puis dans la mort, je pense qu'il se produit exactement ce qui se produit à notre naissance quand on vient au monde sur cette terre-ci. Il y a des gens qui nous accueillent et qui nous disent, ben écoute, là, t'es rendu à tel niveau, c'est ça, c'est ça. Quand j'ai vu mon père, après son anniversaire, après 1 an de sa mort, et puis je l'ai vu qu'il était en transition, qu'il était après se reposer, se préparer à d'autres choses, à une évolution. Puis mon père, c'était toujours le type qui disait preuve à l'appui, preuve à l'appui. Puis c'était un chercheur aussi.
Alors, j'ai hérité de lui, le côté chercheur, puis mon métier de coiffeur, je l'ai hérité de ma mère. Mais ces visions-là que j'ai eues, j'avais pas... tu sais, j'avais pas suivi rien avant de faire cette expérience-là. Ça l'a monté tout seul à un moment donné. La vision est venue claire dans mon... J'appelle ça mon sanctuaire intérieur maintenant. Que je le vois là, et puis... à un moment donné, il m'a dit, il est venu il m'a pris dans ses bras, puis il dit, Serge, j'ai dit, ce que j'ai fait dans cette vie, c'est parce que j'avais ça à faire. Aujourd'hui, je vais t'aider. Et puis après, il est arrivé différentes expériences, puis c'est vrai. Mais quelle belle consolation. Moi, j'aimerais ça croire à ça, parce que je trouve que c'est une très belle consolation. Tu te dis, je suis de passage, et puis je vais apprendre, et puis après ça, il va y avoir d'autres vies. Est-ce que c'est pas une consolation? Claudette, toi? Effectivement. Je pense que c'est une des raisons, peut-être, pour lesquelles c'est si populaire, c'est que ça correspond au vide qui a été laissé. Puis je pense que là, je suis d'accord avec Alain, il y a une espèce de vide qui a été laissé par l'abandon des religions institutionnalisées. Oui. Puis alors, on a besoin d'une consolation. Mais je pense que ça dépasse de beaucoup le phénomène d'avoir besoin d'une consolation. Quoi que ça en soit, c'est beaucoup plus encourageant de dire toutes les erreurs que je fais actuellement, ça se rattrape. C'est merveilleux de penser ça. Moi, j'aimerais mieux penser ça. Je vis beaucoup mieux dans ma peau de savoir que toutes mes erreurs sont rattrapables, plutôt que, je dis, bon, l'Église catholique me disait, oh oui, le pardon de Dieu, puis tout ça, mais dans le fond, on voyait ce qui se passait dans l'Église, c'était pas trop facile d'y croire, je veux dire, parce que des fois, c'était pardonné, puis d'autres fois, ça ne l'était pas, puis ça allait en faire au bout, puis etc. C'est décourageant. Alors, j'aime mieux croire à la réincarnation. J'aime mieux croire, moi, que je peux me rattraper, puis que je peux apprendre, puis que je peux me transformer, et puis que j'ai plus qu'une vie à part de ça. Quand la première fois n'as-tu entendu parler de la réincarnation? Dans des livres? Dans des livres, c'est mes frères qui m'ont parlé de ça au début. Des livres de Jane Roberts aux États-Unis, des livres écrits par une entité désincarnée, supposément, qui s'appelle Seth. Et mes frères lisaient ça. On était dans la vingtaine, et puis il y a un de mes frères, je me souviens plus lequel, qui est arrivé avec ça, puis on a commencé à lire ça. Ça fait nombre d'années. Et ça, toi, tu t'es dit, ben, c'est quelque chose qui me fait du bien. Tu parlais, Mireille parlait du bien-être, du mieux-être, là. Ça n'a pas été rationnel. Quand j'en ai entendu parler, la journée où j'en ai entendu parler, la seconde où j'en ai entendu parler, j'ai dit, ça, c'est vrai. Puis pendant des années, émotivement, pour moi, c'était devenu vrai. Puis c'est sûr, c'est une croyance. J'ai passé des années à essayer de chercher des preuves scientifiques, parce que je me disais, il faut toujours bien que ça ait du bon sens un peu sur le plan scientifique, etc. Mais pour moi, ça a été une certitude dès le départ. En as-tu trouvé des preuves? Est-ce qu'il y a des preuves? Ce qui approche le plus, c'est peut-être des livres de Ian Stevenson, qui s'appelle, qui est un grand Montréalais. Non, c'est un psychiatre américain. Non, il est d'origine montréalaise. Il est d'origine? Ah, je savais pas ça qui était... Ah oui? Oui. Mais ça, je savais pas ça. Mais il a écrit... C'est peut-être ce qui s'approche le plus, mais je pense... Bon, 20 Cases Suggestive of Reincarnation, il prend des enfants qui ont des souvenirs de vies antérieures, qui n'avaient aucun moyen de connaître certaines choses sur certaines personnes, C'est lui qui dit que les enfants, entre 2 et 5 ans, tu leur poses des questions sur leur vie antérieure et ces enfants-là peuvent te raconter. Puis à 5 ans, ils le perdent, ils ne peuvent plus le raconter. Le petit monde des génies puis des fées, il y a une signification, ce monde-là, que l'adulte dit à l'enfant, ben voyons, à qui tu parles, là? Mais l'enfant est conscient. Ah, les enfants qui parlent à des amis invisibles. Ben oui. Ah, c'est bon. Tu sais, je dis de la sensibilité naît la conscience. Alors, dans le cheminement d'un être humain, je pense, pas trop le dire, mais je pense que par la souffrance, justement, il devient de plus en plus conscient. Puis tant qu'il n'accepte pas de souffrir, il va souffrir. Le jour qu'il comprend sa souffrance, il va commencer à souffrir. Attends, Renée, toi, tu es infirmière, éducatrice dans un hôpital à Sainte-Justine, et tu vis constamment avec des enfants qui... pas qui meurent tous, mais il y en a qui meurent. Et c'est ça qui t'a fait te poser des questions, toi? Oui. Moi, c'est vraiment les jeunes et les très jeunes enfants, puis en particulier, à un moment donné dans ma vie, un adolescent de 15 ans qui était proche de mourir, puis qui m'a demandé, comme ça, je suis arrivée à sa chambre, puis j'étais près de lui, très tranquille, tout ça, et puis c'était vraiment ces derniers moments, puis il m'a demandé, il m'a dit, toi, est-ce que tu crois à la réincarnation? Puis ça a été comme foudroyant pour moi, parce que, à vrai dire, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Parce que moi, tu vois, je suis de religion protestante. Je ne pratique aucune religion, si ce n'est qu'un peu de méditation zen matin et soir. Et puis, il y a comme un paradoxe chez moi, parce que chez les bouddhistes, dans le zen, l'âme, c'est pas là. Puis
Puis moi, je te dis que par contre, la réincarnation, j'y crois à partir de cette question de ce jeune-là. Et je dis qu'au fond, la réincarnation, c'est placer mon âme dans un nouveau corps. Et tu vois, je suis comme paradoxale parce que je médite 20 minutes chaque jour en méditation zen. Et c'est pas ça qu'on dit, là. Mais ça ne me dérange pas, ça me va bien. Je suis bien là-dedans. Alors, je reste avec ça. C'est laisser passer. Oui. Pourquoi les gens sont-ils bien dans la réincarnation? Qu'est-ce que ça leur apporte? Déjà, on a des éléments tout à l'heure qui ont été amenés, qu'on pense à toute la question du bien-être. La sécurité aussi, je pense, fait partie de Je pense que c'est la sérénité que ça amène. Oui, la paix. De faire l'expérience. Oui. De vivre cette chose-là. Mais une écoute, paix Serge, intérieure. est-ce que tu peux expérimenter ça que si tu y crois? Moi, je peux parler juste de mon expérience à moi. Non, tu peux vraiment avoir des visions de vie antérieure sans y croire du tout. Moi, C'est tu après vois, qu'il faut y mettre des efforts. je me vois très souvent quand je médite, et plus j'avance dans mes expériences, et plus j'avance dans ma démarche spirituelle actuellement, surtout actuellement, je me perçois très, très bien dans 3 pays différents, dans 3 personnages différents. OK? Alors, comme tantôt on disait, il y a toujours eu, dans la réincarnation, il y a toujours eu un grand homme. Alors moi, je vais te dire, j'ai toujours été une grande sage, mais à la fois très sauvagesse. Il y a les deux chez moi. Je sens ça, c'est très, très fort. Et ce que ma sagesse m'apporte va chercher chez le sauvage, mais dans le bon sens du mot, d'une façon très harmonieuse, ce qu'on a besoin pour devenir sage. Alors, je m'en vais comme ça et je me vois. Pour moi, c'est évident. Qu'est-ce que ça donne de se voir d'une grande sagesse il y a 400 ans ou au Moyen-Âge? Je me spiritualise, alors que jusqu'à présentement, je me sens sur une vie matérielle. J'ai attaché beaucoup d'importance à ma vie matérielle, tandis que maintenant, je m'en détache. C'est comme, on ne cherche pas ce qu'on a déjà connu, je pense. Vous ne chercherez pas une robe rouge si vous n'avez jamais acheté une. Alors, pourquoi rechercher quelque chose d'intérieur? C'est parce qu'en quelque part, il a déjà existé. C'est comme l'évolution est finie. Pour nous autres, l'évolution commence. C'est quoi exactement? Ben, je pense Quand qu'on tu est dis des nous petits autres, alliés. tantôt, c'est consolant de croire à ça. Parce que je me dis, il y a bien du monde, là, la vie qu'on mène en ce moment, là, qui ont l'impression d'avoir raté leur vie. Mais s'ils commencent à croire en réincarnation, ils disent, c'est pas grave, je vais me reprendre dans la vie d'après. Dans la vie d'après, là, je vais faire attention quand je vais me choisir quelqu'un, puis je vais faire attention quand je vais me choisir une carrière, puis je vais me reprendre. Je manquerai pas mon coup une deuxième fois. Je vais te dire quelque chose. C'est pour ça que peut-être... Je vais te dire quelque chose. Au concile de je sais pas quoi, en 500 tranquille, c'est pour ça qu'ils ont enlevé de la religion catholique la croyance en la réincarnation, Alors, parce que les gens... Oui. Je pose, c'est faux. C'est carrément faux. On ne retrouve pas ça dans les textes. Et la réincarnation ne fait pas partie du système chrétien. On ne retrouve aucune trace dans la Bible. Et au concile de Constantinople en 553, on a mis un trait sur la préexistence des âmes. C'est-à-dire, est-ce que les âmes coexistent avec Dieu avant la naissance? On n'a jamais parlé. Si vous commencez à faire du trouble, vous là, il n'y aura pas de décès, ça va s'éteindre là. Il n'y aura pas de décès. C'est pas trop, on discute, là. On discute. Alors là, si j'ai... Les nerfs. Est-ce que c'est pas tentant? Est-ce que c'est pas tentant? Je suis pas certain de ça. Est-ce que tout le monde ne veut pas être immortel? C'est-à-dire que notre âme continue. Est-ce que c'est pas un rêve de pas finir dans 6 pieds de terre? Est-ce que c'est pas... Vous vous accrochez pas à ce rêve-là d'être immortel. Mon âme va continuer. C'est peut-être pas un rêve, c'est peut-être vrai. Oui. OK. Peut-être ça. Oui. OK. Pourquoi ça serait pas vrai? Je crois que c'est vrai, moi. Ah, c'est bon. Oui, c'est une bonne réponse. Tout à coup, c'est vrai. Tout à coup, c'est vrai, c'est le fun. Mais pourquoi tout le monde l'a pas? Pourquoi il reste 33 moins 100, ça fait combien? C'est ça, l'évolution. Il reste tant de gens, des hommes 7 qui ne croient pas. J'aimerais ça penser, je suis peut-être Violette dans cette vie-là, mais qui c'est qui dit que je ne serai pas Jeannette dans l'autre vie? Peut-être même que j'ai été Jeannette Bertrand avant elle. Oui, c'est possible. Il y a un transfert à un moment donné. Mais oui. Mais vous pensez pas que ça peut être un désir, je disais rêve tantôt, je le retire mon rêve, un désir d'immortalité qu'on a tous, et que le ciel et l'enfer nous promettaient, bon, tu vas être éternel dans l'enfer ou dans le ciel,
Mais que là, on transfère ça. Mais la mort, ça fait partie intégrante de notre vie. C'est la vie. C'est la vie, la mort, au fond. Quand tu me parles de la mort, tu me parles à la fois de la vie. Et quand je te parle de la vie, on parle aussi à la fois de la mort. Puis la mort, c'est quoi, tu Je te vois? trouve chanceuse de me dire ça. T'as l'air... Je te trouve chanceuse de croire Pourquoi? ça. Je t'envie. Pourquoi? Parce que ça n'a pas l'air important pour toi, la mort. Moi, je pense que c'est la fin de tout. Non, c'est pas la fin de tout. La mort, c'est une transformation. Moi, j'explique ça comme ça. Si je prends ma vie et que je la compare à l'arbre de la vie, de ma vie, et quand l'arbre, la sève ne coule plus dans l'arbre, il meurt, puis on le transforme, on le coupe, on le brûle, etc. On fait des maisons avec, bon. Et au fond, c'est ça. Ça, c'est bien correct tant que c'est pas ton enfant qui meurt. Hein, Madame Preto? Ça, c'est un fait. La mort, là, c'est la vie. Tant que c'est pas ton enfant qui meurt. Elle fait du trouble, hein? Je le sais. Mais je le sais. Elle fait du trouble, hein? C'est une question fondamentale. C'est une Oui, question c'est fondamentale. une question fondamentale et d'autant plus qu'elle me la pose parce que je travaille avec des enfants. C'est sûr que l'expérience que je vis avec des parents qui savent que leur enfant va mourir et que l'enfant sait qu'il va mourir. Sais-tu que l'enfant sait avant tout le monde qu'il va mourir? Tu sais ça, hein? Oui. L'enfant très petit, très jeune sait avant bien ses parents, avant moi-même, avant des gens qui l'entourent à l'hôpital, qu'il va mourir. Il le sait. Écoute, il est en contact avec cette autre vie-là. Parce que l'enfant n'est pas matériel, n'attache pas d'importance à sa vie matérielle. C'est nous qui lui faisons prendre conscience et attacher une importance à une vie matérielle. Mais l'enfant, si tu le prends, l'enfant, il est pur, c'est la simplicité même. La vie matérielle n'a pas d'importance pour lui. Donc, il est déjà beaucoup plus spiritualisé que nous. Moi, ce sont les enfants qui m'ont beaucoup spiritualisé. Qui m'ont, à chaque fois qu'un enfant est mort, à chaque fois qu'un enfant souffre dans sa maladie, dans son désarroi de ce dont il souffre, pour laquelle il est à l'hôpital, il me laisse un message. Toujours. Toujours. Et je peux te dire, il y a des enfants qui m'ont rappelé à la maison pour venir les accompagner et mourir quelques heures plus tard ou le lendemain. Et c'est des enfants qui m'ont laissé des messages que je n'oublierai jamais. Tu disais tantôt, Claudette, que Alain avait raison de dire que c'était une grande... ah oui, c'est toi qui parlais de la religion qu'on a laissé tomber très rapidement et qu'il y avait un vide qu'il fallait combler. Est-ce que vous ne croyez pas que ces 33% là, de Québécois comblent un grand vide par ça, parce que c'est à la mode, et que ça pourrait être autre chose? On pourrait avoir une autre croyance qui serait entrée, puis qu'il y aurait des gens qui ont besoin de croire. Est-ce que vous êtes des gens qui avaient besoin de croire? Je ne sais pas, je vous pose la question. Quand le sourire de Mireille est en train de me tuer avec son sourire. Est-ce que tu vas poser la question? Oui, mais c'est toi qui me regarde, qui est en face de moi. OK. Mais je pense que ce vide-là fait partie de l'existence humaine. Je pense que, bon, c'est le vide, donc on pourrait dire la même chose, c'est quand tout à coup la religion catholique est devenue à la mode, c'est souvent parce que ça répondait à un vide terrible. Tout à coup, parce que la religion catholique s'en va, c'est là le vide. Ben, il était là avant, puis il était là bien avant, puis il va être là encore après. En ce moment, c'est la réincarnation. Est-ce que ça fait que c'est tout simplement la réponse à un vide, ou est-ce que, je sais pas, moi, comme Freud disait que, bon, la religion, c'était juste une névrose et puis il n'y avait absolument rien en dessous de ça. Je me dis, moi, je pense qu'il y a plus que ça. Je pense que, même si c'était la réponse à un vide, si c'était la réponse à des questions que l'humanité se pose depuis toujours, si c'est ça le vide, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça t'a donné, Claudette, de savoir que tu avais vécu dans un autre? Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je pense que ça m'apporte plus de sérénité, mais j'y ai pas cru parce que ça m'apportait quelque chose. C'est justement, c'est qu'après... Mais si tu avais découvert que tu as été une meurtrière. Ah ben, je l'ai découvert. T'étais meurtrière. J'ai pas été Cléopâtre, moi. Puis ça, moi aussi, j'ai des deux pics. T'as été meurtrière, c'est pas fréquent. Jamais. T'as été meurtrière. Ben oui. D'ailleurs, la première agression que j'ai faite, j'étais meurtrière. J'étais un meurtrier. T'étais un homme? Oui, j'étais un homme. Puis on peut être un homme? Ben oui, ah oui. C'est une farce, c'est une farce. On peut remercier le bon Dieu que le cauchemar soit Il y a des théories. Il y a des façons. Je sais pas.
Il y a des théories qui disent qu'on va naître une fois homme, une fois femme, puis de renaître femme, c'est une punition. Oui. Moi, je La femme souffre plus que l'homme. Oui. Mais je dis, la sensibilité naît la conscience, comme je disais tout à l'heure. Puis quand il disait qu'il faut redevenir enfant pour entrer dans le royaume des cieux, mais avant de redevenir enfant, il faut passer par la mère. Alors, qui est-ce qui est sensible? C'est la mère. Si les hommes comprendraient ça, je pense qu'on... Moi, je connais des hommes, là, des machos, là, qui vont dire, moi, j'ai déjà été une femme. Jamais dans 100 ans. Qu'est-ce que tu penses? Moi, tantôt, quand je te disais que je me voyais dans 3 pays différents, alors il y a entre autres le Japon, où je me vois très bien là, sur les marches d'un temple, là, et au bout des marches en haut, là, je suis un bonze. Et moi je crois que je suis bonzesse et bonze. Tu vois, bonzesse même, ça n'existe pas, je pense, au féminin, ça n'existe pas, bon, je crois. Alors, tu vois, je me vois... Elle est terrible. Et je me vois très bien, là, je ne suis pas une femme, je suis vraiment un homme. Tandis que dans les 2 autres pays, dans mes vies antérieures, qui est l'Afrique quelque part, je me vois comme une mère avec beaucoup dans une espèce de tribu. Je me vois, c'est... Mais toi, tu te vois toujours assez bien. Oh, mais quand je suis sauvage, là, comme je t'ai dit, là, tu m'as pas demandé, là. Là, t'es méchante. Oh oui, je suis très méchante. Bon, Très méchante. comment expliques-tu qu'il se voit comme ça? Est-ce que ça s'explique? Alors, c'est la première intervention qu'on a eue tout à l'heure de la part de Mireille, disait, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est de l'imaginaire, la plupart des psychologues et des gens qui interprètent... Mireille est psychologue, là, fais attention. Psychothérapeutes vont dire... C'est ça, il y en a une. Alors, vont dire que c'est tout simplement le produit de l'imaginaire. On se crée une espèce de petite mise en scène où on va puiser les informations, soit dans des choses qu'on a lues, soit dans des choses que l'on a vues, soit à la télé ou au cinéma, tout ça. Et on refait une mise en scène à partir de nos inspirations du moment, de ce qu'on a... Et tu disais, Mireille, que ça n'avait aucune espèce d'importance. Claudette n'est pas d'accord avec ça. Là. Oui. Là, ce que tu dis, par exemple, Alain, là, par exemple, moi, je fais régresser des gens dans des vies antérieures. Tu me dis, bon, c'est le produit de l'imagination, de choses qu'on a lues, qu'on a regardées à la télévision, des choses comme ça. Moi, ce qui me fait de la difficulté pour croire ça, c'est qu'il y a une telle cohérence interne et à un niveau très profond, du point de vue psychologique, comme quoi? Chez les gens. Par exemple, bon, je fais régresser quelqu'un à une vie... je leur dis tout simplement, tu vas te retrouver, là, après les préambules, tu vas te retrouver dans un autre corps, dans un autre temps, dans un autre lieu. La personne se trouve dans une scène en particulier. Disons, bon, c'est un homme de 35 ans. Ensuite, selon la dynamique qui peut arriver, là, selon la problématique d'abord qu'on s'en va clarifier, et selon la vie, je peux amener la personne à la mort. Ensuite, je lui dis, ben écoute, il y a un passage qui se fait difficilement au niveau de la mort parce que je fais faire le déroulement de la mort avec la personne. Puis à un moment donné, ça peut bloquer un niveau. Alors je lui dis, tu vas aller dans ton enfance et tu vas aller rechercher la source de cette attitude-là, ou de cette chose que tu as de la difficulté à laisser aller quelque chose, tu as de la difficulté à te dégager. Alors la personne, et je peux la faire aller à un moment donné à l'âge de 3 ans, à un moment donné à l'âge de tout petit bébé, retour à 50 ans, retour à 18 ans, sans... Et puis, la personne me donne une histoire qui est d'une cohérence psychologique effarante. Ça se peut presque pas qu'elle ait juste... En tout cas, on est tous des romanciers extraordinaires. Mais quand tu parles de cohérence, c'est normal, la personne qui te parle est cohérente. Il est normal qu'elle te donne quelque chose qui est cohérent. Tout être humain est cohérent et essaie de produire une cohérence. Et pour moi, ça, c'est pas une preuve de... Serais-tu capable, toi, d'arriver, là, puis de produire une vie extrêmement cohérente du point de vue psychologique, du point de vue historique, comme ça, là, en dedans d'une heure? Et qui s'est passé il y a 300 ans. Puis qui s'est passé, oui, puis c'est ça, qui s'est passé il y a 300 ans, mais là, dans le décor, présentement, dans le... non, mais place-moi dans une situation où je me déplace pour te rencontrer. On se rencontre pas sur la rue et là, tu me fais régresser. Je me prépare à notre rencontre. Avant que tu commences ta session, je me prépare psychologiquement. Si je me déplace, c'est que j'ai un but en tête. Je ne sais pas si tu vois, ce n'est pas par hasard que ces phénomènes-là se produisent. On est face à une construction Mais, de la part... Qu'est-ce que tu réponds au fait qu'il y
il y a des objets, des choses que les gens ne connaissaient absolument pas, mais vraiment absolument pas, qui sont allés fouiller dans les bibliothèques et qu'ils ont retrouvés très précisément. Je veux juste savoir Alors, ce que tu tous les cas qui ont été répertoriés dans la littérature, on s'aperçoit que malheureusement, elles ont pu avoir accès à cette information-là par différents réseaux. Par exemple, un cas célèbre, une personne où elle prétendait être dans une vie antérieure, quelqu'un qui avait vécu dans j'essaie de me souvenir, au Moyen Âge, et tout ça. Et on fait les vérifications, bon, ça correspond plus ou moins, mais il y a des détails qui sont intéressants. Et un chercheur, par hasard, met la main sur un roman où on retrouvait exactement cette scène-là à l'intérieur. C'est sûr, la dame l'avait lu il y a 40 ans. Le roman était paru en 1952. Donc, elle avait lu ça. Bridie Murphy, c'est la même chose. Hein? Là, on s'est aperçu que sa tante était irlandaise, donc elle a pu, sa tante, lui communiquer des informations sur l'Irlande. Mais si ça fait du bien de croire, pourquoi on ne croirait pas à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à croire à la réincarnation? C'est ça. Pour moi, je n'en ai pas sur la croyance, mais là où je réagis toujours, c'est lorsqu'on me dit, on a maintenant la preuve scientifique, on a la certitude, il faut absolument croire à la réincarnation parce que les chrétiens y ont déjà cru, puis pour des raisons politiques, on a écarté ça, où on a la preuve scientifique. Alors moi, ça, j'en ai contre la preuve. La croyance... on est tous et toutes libres, je pense, et c'est un des points importants de notre société. Il faut respecter et si ça fait du bien. Serge, toi, par exemple, tu n'as pas... comment c'est arrivé? Avais-tu fait une démarche avant? Ou si ça t'est arrivé tout seul dans ton salon, à un moment donné, tu dis, ben, je viens de me voir au Japon. Non, c'est arrivé plus tard. C'est un cheminement que je pense qu'étant plus jeune, j'avais déjà commencé. Parce que j'ai un frère qui chemine un peu de la même façon que moi, qui n'a pas le même vécu. Par contre, on a eu les mêmes parents. Alors, on a été élevés sensiblement à la même chose. Et puis, si, en quelque part, j'avais une famille dysfonctionnelle, mais dans une théorie, on dit qu'on choisit nos parents pour venir vivre les expériences. Alors, moi, je suis bien d'accord aujourd'hui parce que pour ça, c'est la théorie, je pense, de la réincarnation. C'est que on choisit nos parents, les bébés choisissent les parents. C'est ça. Tu crois ça aussi, Mireille, avec ton sourire? Alors, regarde toujours avec un grand sourire. Que tu me troubles! Est-ce que j'ai été la Joconde? Je pense que non, la Joconde avait toujours la bouche fermée. Non, mais parce qu'elle avait mal au Le hasard n'existe pas, Jeannette. Le hasard Mais si les bébés choisissent le parent, il y en a une gang qui sont masochistes, c'est pas lui. C'est voulu, c'est un choix voulu. C'est un choix voulu. Absolument. On choisit, mais on choisit pas le corps, par contre. C'est ça, on choisit mais pas le corps. que peuvent choisir les enfants multi-handicapés, par exemple? Pourquoi choisissent-ils de naître et de naître multi-handicapés? Ben, moi, je crois que ces enfants-là ont choisi d'être multi-handicapés pour recevoir plus, pour s'assurer qu'ils vont recevoir davantage d'amour, davantage d'affection. Ce qui n'est pas toujours sûr. Ce qui n'est pas toujours sûr, mais par contre, ils vont le trouver quelque part, si ce n'est pas avec leurs parents. Ils vont le trouver avec d'autres personnes, ils vont le trouver avec d'autres intervenants qui sont près d'eux. Il y avait un sage qui demandait à un autre sage, il disait, c'est ma dernière incarnation, en quoi je devrais m'incarner? Mais il disait, incarne-toi en un enfant qui a faim. C'est ça. C'est ça qui va attirer la compassion des gens. Ça, c'est bien facile de parler ça autour d'une table où on est en train de manger. Oui. Mais si on était aujourd'hui en Éthiopie, je me demande si on voudrait se réincarner là. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est tout à l'heure, je disais, on est libre de croire, mais ça, pour moi, j'ai une petite difficulté avec ça. Les musulmans, ils parlent de Grande Guerre sainte. Je pense que c'est la Grande Guerre qu'on se livre à soi, avec nos pensées, puis d'essayer de comprendre, justement, d'équilibrer nos passions, nos désirs. Je voudrais vous poser une question là, délicate. Bon, est-ce qu'il n'est pas intéressant d'être parmi des initiés à... Bon, vous croyez à la réincarnation et vous semblez posséder un savoir que moi, je n'ai pas. Que moi, tu comprends que je ne partage pas. Est-ce que c'est pas le fun de croire à quelque chose auquel les autres ne croient pas? OK, vas-y. Je veux parler. OK, vas-y. Vous parlez beaucoup de croyances. Oui. Je trouve ça curieux. Pour moi, c'est pas une croyance, c'est une expérience intime. C'est en dedans, là. Tu sais, c'est dans mon cœur, dans mes tripes. C'est de retrouver certaines expériences qui ont peut-être été des vies antérieures, qui ont viennent peut-être de mon imagerie inconsciente, je ne sais pas. Mais ça, pour moi, ça a clarifié des zones en moi. J'y crois pas, je m'en fous. Je trouve ça réducteur quand vous dites ça. Ça me blesse dans mon petit cœur de petite fille.
moi, c'était une expérience en dedans. Et puis de laisser émerger certaines... Mais comment tu veux qu'on appelle ça? Si on en parle, on va appeler quoi ça? Appelle ça une émergence, appelle ça une vie antérieure, si tu veux. C'est que tu mets l'accent, Jeannette, sur la croyance. Alors que moi, c'est une expérience. Mais quoi, dis pas, c'est bien correct. Tu veux-tu juste entendre mon cœur pour partager une expérience? Oui, oui. Bon, OK. Ben, Oui, mais c'est pas réducteur, comme tu dis, là, que j'y crois pas. C'est que je te trouve chanceuse de croire à ça. C'est parce que tu me dis que j'y crois, alors que moi, je te dis que j'ai une expérience qui a éclairé ma vie. C'est différent. J'aimerais ça que tu entendes. Oui, OK. OK. Alors donc, tu me dis que c'est pas une croyance, que tu as vécu une expérience. Oui, et appelle ça vie antérieure si tu veux, appelle ça émergence de mon inconscient si tu veux, appelle ça comme tu voudras. Mais dis pas juste que c'est une croyance que je suis accrochée à, et que ça me console en quelque part. OK, je dirai plus. Mais moi, je vais continuer à le dire parce qu'à ce moment-là, on ne parle plus de réincarnation. Non, je m'excuse parce qu'il faut tout au moins que le vocabulaire soit clair. Si on parle de réincarnation, on parle de vie antérieure, c'est-à-dire que j'ai vécu une autre expérience sur la Terre ou sur une autre planète, dépendant bien sûr des traditions. Et là, présentement, j'en suis à une étape de ma vie. Je vais mourir et je vais revivre une autre étape ailleurs. Moi, je pense que c'est ma dernière vie. C'est-tu prétentieux? Oui. Ah non, non. Mais à ce moment-là, on ne parle plus de réincarnation. Je suis prétentieux. Finalement, là, c'est elle qui n'aura pas de dessert. Bien l'air. Mais Jeannette, un peu dans ce que tu mentionnais, ce jeune garçon de 15 ans qui est à quelques instants de mourir et qui me demande « Est-ce que tu crois à la réincarnation ?» Je veux dire, c'est pas d'y croire ou de ne pas y croire, c'est de le vivre. Oui. C'est que cette personne, à un moment donné dans ma vie, m'a laissé comme message. Mais toi, écoute, toi, tu as vu un message. Moi, je suis toujours franche, là. Je peux pas dire que j'y crois pas. Je suis toujours franche. C'est correct. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, un enfant m'aurait dit, sur le point de mourir. Oui. Les paroles exactes, c'est crois-tu est-ce que tu crois à la réincarnation? Toi, René-Louise, est-ce que tu crois à la réincarnation? Moi, j'aurais pas pris ça comme un message. J'aurais dit, ben non, moi, j'y crois pas. Mais si tu veux y croire, tu as le droit. Moi, j'aurais dit ça. Bien sûr, à l'époque. Et j'aurais pas vu le message, là. À l'époque, c'est ce que je lui ai formulé Oui. pour le moment présent, à ce moment-là. Mais après, le lendemain, quand je suis rentrée chez moi le soir, et que j'ai revu cette situation que j'avais vécue, que je venais de vivre il y avait quelques instants, ça m'a amené à une réflexion. Ça m'a monté comme ça ici. Et c'est là que tu t'es mis à faire des recherches? Je me suis surtout posé des questions à mon sujet. OK. Et pourquoi... Moi, je me pose souvent des questions à mon sujet, beaucoup. Mais ça n'a pas débouché là-dessus. Pourquoi, toi, ça a débouché vers ça? Mais parce que toi, c'est toi. Vers l'émergence, comme dirait Toi, Mireille. c'est toi et moi, c'est moi. Toi, tu fonctionnes avec un chaîne de pensée, moi avec un autre. Oui, d'accord. Et c'est parfait comme ça. Toi, nous sommes tous différents ici. Oui. Donc, moi, c'est ça. Mireille, c'est autre chose. Mais vous êtes quatre, il y avait quelque chose en commun, vous croyez? Est-ce que tu crois à la réincarnation? Est-ce qu'on fait un sondage? Franchement, au fait, je ne sais pas. Et là, alors là, je ne sais pas, moi, j'ai vu tellement de gens qui ont dit oui, j'y crois. Eh bien là, je pense que votre position est peut-être la meilleure, puisque ma croyance n'a aucune influence sur la façon dont j'aborde le phénomène. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi aujourd'hui on croit à la réincarnation, alors qu'au Québec, en 1950, on n'aurait jamais trouvé 33% des gens qui croient à la réincarnation. On peut-tu Alors, savoir moi... pareil si tu y crois? Qu'est-ce que t'as contre la naïveté? Toi, là, je pense que t'es pas dans ta dernière vie, t'en as quelques autres. T'es pas rendu assez loin. J'allais t'empêcher, je t'ai pas de répondre. Tu vas du chaud. Non. Alain, crois-tu? Moi, je dois dire que présentement, c'est pas un système qui m'attire. C'est pas une croyance qui pourrait me plaire ou à laquelle me convenir. Mais il croit aux extraterrestres, alors. Alors là, on part une rumeur. Un affaire que j'ai pas compris tantôt, c'est que, je sais pas qui c'est qui avait l'air de dire que c'est pas nécessaire d'y croire pour que ça nous arrive. C'est Mireille, ça? Mais c'est pas nécessaire que ça nous arrive quand on y croit. Mais il me semble que quand quelque chose nous arrive, ben ça nous arrive forcément, on y croit. Je sais pas comment qu'on peut arriver à continuer à pas croire quand quelque chose nous arrive. Tous ceux qui voient, puisque j'ai parlé d'extraterrestres, Alain n'est pas un extraterrestre, c'est moi. Alors, j'ai perdu mon idée. Ce qui,
Oh, j'ai perdu mon idée. Ceux qui voient des extraterrestres. Ceux qui voient les extraterrestres sont toujours des gens qui ont fait une démarche là-dedans. C'est-à-dire qui ont lu des livres sur ça, qui s'y sont intéressés. Moi, je m'y suis beaucoup intéressée. Puis des fois, quand je suis dans le bois, puis je vois quelque chose de lumineux, je dis à mes enfants, ils viennent me rechercher. Et c'est tentant de croire à ça. C'est tentant de penser qu'ils nous ont déposés, puis ils nous reprennent. Puis je vais avoir, moi, ce que je veux, c'est 2000 ans à vivre encore. C'est tentant de croire à ça. Vous trouvez ça fou de croire à ça? Il y en a qui y croient. Alors, est-ce que c'est pas tentant de croire à la réincarnation? Pour son mieux-être. Je te rejoins, Mireille. C'est vrai. Pour moi, le mieux-être est une expérience intérieure et n'est pas une croyance. Les croyances encombrent notre mental. Ils nous donnent des idées, puis ils nous donnent des œillères, puis ils nous enferment dans un chemin. Les croyances. Les croyances, oui. Moi, j'en ai contre les croyances. Je dis ça, moi, des croyances. T'as dit ça, les croyances. On dit qu'un bien-être intérieur, ce sont des états d'âme. Quand je suis pas bien avec moi-même, j'ai un état d'âme qui va pas bien avec moi. Mais quand je reviens à mon centrement personnel et intérieur et que je me sens bien, mon état d'âme, c'est un état. C'est pas une croyance. J'aimerais ça, croire à ça. Qu'est-ce qu'on fait pour croire à la réincarnation? Tu vas avoir une croyance de plus. Pourquoi tu veux Non, bon, pourquoi? OK. J'aimerais ça me revoir. Claudette, va faire une expérience avec Claudette. Elle est bien sympathique. Est-ce que les gens qui sortent de ton bureau, qui ont fait une régression et qui se sont vues meurtrières ou pécheresses ou, je sais pas, princesses... Ou reine de Saba. Ou reine de Saba, est-ce qu'ils sont heureux de ça? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Puis ils n'y croient pas nécessairement en sortant de mon bureau ni en rentrant. Mais s'ils sont allés, ils sont allés pour quelque chose, se voir. Oh, non, j'ai eu des gens qui sont venus, qui m'ont dit, ça fait 8 ans que je fais ça, surtout dans les premiers temps, c'est tellement quelque chose qui est un petit peu en dehors des chemins battus. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, moi j'ai tout essayé, la gestalt, la biologie, la psychanalyse, etc. Il n'y a jamais rien qui a marché. Ça a l'air assez farfelu que peut-être ça va marcher. Ça marche pourquoi? Pour régler des problèmes? Oui, moi je fais de la psychothérapie. Oui. Je me sers du concept de la réincarnation puis des vies antérieures pour faire de la psychothérapie. Mais j'ai eu des gens qui me sont arrivés, certains même qui ne savaient pas que c'était ça que je faisais. Je leur dis, écoutez, moi je travaille comme ça, est-ce que ça vous intéresse? Et on dit, ah, correct, on va essayer. Moi je suis prête à essayer n'importe quoi. Et puis, alors les gens n'y croient pas nécessairement. Je dois admettre qu'il y en a plusieurs, par exemple, qui n'y croyaient pas nécessairement quand ils ont commencé, mais après avoir fait plusieurs expériences et avoir fait le lien entre les expériences de soi-disant vie antérieure. Moi, j'y crois, mais je n'impose pas ma croyance. Emploie pas le mot croire, tu vas recevoir un coup de poing de ta compagne d'à côté. Moi, je pense que c'est une... Oui, c'est juste parce que c'est une question de vocabulaire. Moi, je pense qu'en tout cas, pour moi, c'est une croyance. C'est aussi une expérience interne, mais moi, j'appelle ça une croyance. On s'en reparlera. Mireille et moi, on va s'arranger après l'émission. Mais pour moi, c'est une croyance. Mais les gens, après avoir fait plusieurs régressions, souvent sont un petit peu plus convaincus. Puis des fois, ils ne le sont pas. Des fois, ils disent... Puis d'ailleurs, j'adapte mon vocabulaire. Je leur dis, écoute, tu vas aller chercher des images. Tu es dans un autre corps, dans un autre temps, dans un autre lieu. Et puis tout ce qui m'intéresse, c'est le bienfait que la personne peut en tirer sur le plan de la thérapie. C'est-à-dire, est-ce que ça peut éclairer et permettre de transformer sa vie? Parce que ce que je pense, au fond, l'utilité d'aller dans ces vies antérieures, quand on l'utilise dans un but thérapeutique... Quelle est l'utilité? L'utilité, c'est d'aller chercher des grands schèmes de comportement et de façon de vivre. Donne-moi un exemple. Par exemple. Par exemple, quelqu'un qui... Attends, je vais t'en donner un exemple, moi. Quelqu'un qui est frigide, une femme qui est frigide. Bon, OK. On peut aller à ce moment-là dans une vie antérieure où elle aurait été victime de nombreux viols, par exemple, à partir de l'enfance jusqu'à, je sais pas, complètement dénigrée comme femme, complètement méprisée, etc. L'affaire, c'est que c'est pas seulement ce qui nous arrive, mais c'est la réaction qu'on a à ce qui nous arrive qui est important. Et c'est ça que je m'en vais chercher. À ce moment-là, elle décide que, bon, pas intéressée à être une femme, pas intéressée à la sexualité, je veux rien savoir de ça. Et ce qu'on retrouve, c'est que c'est pas juste, bon, l'image de vie antérieure, ça c'est une chose. Moi, je me prononce pas sur le fait oui, elle a été une femme qui a été violée à plusieurs reprises dans sa vie, etc. Je la ramène dans cette vie-ci et je lui dis, dans cette vie-ci, à quel moment, parce que je travaille au niveau prénatal et au niveau de la naissance et au niveau de la toute petite enfance. Et si la femme qui est frigide actuellement
a cette expérience-là, je peux la ramener, et c'est ce qui arrive. Je veux dire, on trouve toujours le filon. On le trouve au niveau prénatal. Il a dû arriver quelque chose. Ou bien sa mère avait des fantaisies ou des attitudes. Au niveau prénatal, on retrouve le filon avec cette supposée vie antérieure. Et on la retrouve en général dans la petite enfance, assez tôt. Si c'est prononcé à ce point-là, là, si c'est une femme qui a été frigide toujours, qui n'est pas devenue frigide à la suite d'un viol ou de quelque chose. Donc, ça peut servir en thérapie. Exactement. C'est un outil. Ça peut servir en thérapie. Oui. Et il semble, en tout cas, moi je constate les effets, il semble qu'en général, ça a des résultats positifs. Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie, toi? Moi, je suis un chercheur. J'ai toujours aimé faire des expériences. Puis je continue. Tu sais, je me laisse aller, je pousse pas rien là-dedans. On dirait que la vie se charge de mettre des gens sur mon chemin, de me donner des littératures. Puis je me laisse aller là-dedans. Je me prends en douceur. Et puis si j'ai arrêté à un moment donné, je vais arrêter. Et je pousse pas rien. Je suis comme ça. Alors je m'accepte comme ça. Tu considères dans quelle vie, là? Oh, je pourrais pas dire. Je suis dans la mienne, dans celle de Serge Leclerc. Tu sais, celle de Serge, est-ce qu'elle va continuer longtemps? Je ne sais pas. Mais c'est pas important, moi non plus. Je le prends comme une expérience de vie. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, ça m'a apporté, tu vois, jusqu'à une nouvelle réorientation professionnelle. Donc, une nouvelle vie, une revie. Alors, je trouve ça très important. Ça t'a fait du bien? Oui, absolument. Toi, Mireille, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, ça m'a permis, entre autres, de participer à l'émission. Dans les régressions, j'avais un blocage au niveau de la parole extrêmement important. Ça m'a permis aussi d'être à l'aise et confortable dans mes relations avec l'autorité. On a bien vu ça. Allez, qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai pas fini, j'ai pas fini. Non, mais c'est parce qu'on s'en va. Non, déjà? Je savais que tu dirais déjà. Je savais que tu me laisserais pas dire. Je savais. Dis-le, à moment vouloir dire fini. Et puis, ça m'a permis aussi de me permettre de vivre à l'aise mes colères pertinentes. Pas mes colères, mais mes colères pertinentes, ça m'a permis ça, toutes ces régressions. Alain, qu'est-ce que ça t'a permis? Moi, ça me permet de mieux comprendre les êtres humains aujourd'hui. Pourquoi au Québec, on vit de cette façon-là. Est-ce que tu vois une montée de ces croyances-là? Oui, c'est ça. Alors, surtout... De ces... C'est vrai. Vendredi prochain, dernière émission avant notre programmation estivale. Jeannette Bertrand reçoit des médecins qui appliquent des principes de médecine alternative dans leur pratique quotidienne. Venez rencontrer ces nouveaux médecins à Parler pour parler vendredi prochain. Dans un moment, à première ligne, le rôle et l'influence des mouvements écologistes au Québec. Italienne